Allez, messieurs, dames, veuillez prendre place. Nous allons débuter notre deuxième table ronde dans un instant. Installez-vous, prenez votre place. Allez, merci de nous avoir rejoints dans cet amphithéâtre à Mégacité pour la 7e journée régionale des droits des usagers de la santé. Et justement, pour faire un petit rappel, un résumé de la matinée, je m'approche de notre dessinateur Philippe Tastet pour une rétrospective en images, si ça vous intéresse. En voici déjà une. La prévention, c'est crier gare avant de crier houille. Ensuite, je vous laisse décrypter. Merci. La troisième, l'école et la santé. Présence du docteur Burger. Tout à fait. L'objectif est de repérer très tôt les problèmes à l'école. Pas mal. Ah. Excellent. Très bien. Bravo. Très, très bien. Ouais. Excellent, malheureusement. Et enfin, encore, voilà, docteur, je suis au bord du burn-out. Moi aussi, si je peux, tout à fait. Ah ouais, le docteur est toujours là. Bravo. La spécificité du territoire. Ah, on reconnaît le professeur Maxime Gignon. Eh bien, bravo Philippe Tastet. Deux petites questions. Qu'est-ce qui vous a inspiré donc ce matin? C'est vraiment ces idées-là, ces idées forces? Je compte sur vous pour m'en donner, oui. Si je m'appuie en fait sur ce que vous pouvez raconter pour faire les dessins. Merci beaucoup. On peut l'applaudir bien, 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 bien fort. Alors poursuivons avec la deuxième table ronde, la prévention, une force en action. Et je vais inviter mes différents intervenants de cette table ronde. Vous pouvez les applaudir. Frédéric Browzowski, le docteur Jennifer Cobert, professeur Guillaume Veiva, docteur Boucher Alex Massion et professeur Gignon, bien sûr. Reprenez la place, professeur. Installez-vous, prenez votre place. Merci. Voilà, exactement, c'est ça, s'il vous plaît. Parfait. Resserrons les rangs. Voilà. C'est parce qu'en fait, pour la table ronde d'après, il y aura plus de monde. Allez, commençons cette table ronde, donc intitulée La prévention, une force en action, avec Frédéric Browzowski, président donc de la commission spécialisée prévention de la CRSA des Hauts-de-France. La prévention, peut-être que ça nécessite aussi une définition. Alors, oui, merci de cette question. La prévention, je pourrais dire de manière assez simple que c'est une force en action. Voilà. Hein, comme ça, je fais assez simple. En plus, ça tombe bien, c'est le titre de notre, de notre table ronde. Bien évidemment que non. Hein, il faut bien évidemment croiser, et on ne peut pas rester sur justement cette simple définition qui est quand même très peu précise, avec l'idée peut-être de se rapporter aussi à ce qui s'est dit, pensé, écrit. Et donc on peut citer en 1948 l'OMS qui a rappelé, ou en tout cas défini ce qu'était la prévention. Et donc la prévention, bien évidemment, si on s'y appuie, c'est l'ensemble des actions qui viennent à réduire, éviter,
le nombre, la gravité des maladies, des accidents et des handicaps. Donc ça, on est vraiment inscrit, en tout cas dans cette définition-là. Mais il est aussi important de rappeler, bien évidemment, parce qu'elle peut être, et on l'a vu à travers les dessins, pour ce petit bébé assez anxiogène, en disant mais si c'est ça le monde et si c'est ça la prévention, ça peut faire peur. L'idée aussi, bien évidemment, peut-être d'essayer, alors je ne vais pas dire de la glamouriser, mais en tout cas de le mettre sur un accent positif et d'évoquer que c'est l'amélioration de la santé, mais aussi le bien-être. Donc je pense qu'il est important, bien évidemment, d'avoir cette question-là, en tout cas, en tête. Le bien-être, pour quels bénéfices au-delà du bien-être, concrètement ? La question du bénéfice, elle est aussi complexe. Alors, j'ai évité de prendre la parole ce matin dans les questions, parce qu'il y avait beaucoup d'envie, en tout cas, d'y répondre. Mais on l'a déjà évoqué, en tout cas, le professeur Gignon l'a dit avec justesse, en prenant l'exemple de la période Covid qu'on a connue. C'est qu'à un moment donné, dans le bénéfice, on doit mesurer bénéfice-risque. C'est ça, en tout cas, l'équation, elle est bien évidemment là. C'est-à-dire que, bien évidemment, avantages, inconvénients. Alors j'aime souvent utiliser un peu l'image du verre à moitié plein. Qu'est-ce qui est préférable, de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, hein. Il y a beaucoup d'exemples qu'on a donnés, je dirais, dans les échanges ou dans les présentations où on ne peut pas se satisfaire en disant mais c'est pas suffisant, on le revoit. Mais à l'inverse, on peut te dire il y a déjà ça. Il y a déjà ça. Il faut bien évidemment le renforcer. Donc les bénéfices sont bien évidemment extrêmement large. Et ce qui fait écho à la question des bénéfices, c'est aussi la thématique, en tout cas, et le nom qu'on a donné à cette table ronde, c'est-à-dire c'est une force en action. C'est-à-dire que bien évidemment, la prévention est une force, ça on en est d'accord, mais si on regarde là aussi les définitions de ce qu'est une force, à un moment donné, la force peut venir écraser, peut venir désorienter et aller dans un sens. Donc là, il faut aussi, dans ce système un peu de force qui est en mouvement, en trouver le bon juste milieu, le bon équilibre qui permet justement que cette prévention a un bénéfice pour le plus grand nombre, bien évidemment, mais aussi pour ces 20%. Alors est-ce que c'est les 20%? Est-ce que c'est 1%? Est-ce qu'on rentre un peu dans le système de calcul de la loi de Pareto ou autre? Mais en tout cas, c'est un peu de mesurer justement et l'évaluation, parce que là aussi, je pense que c'est quelque chose qui doit nous faire écho, qui doit être régulièrement en tout cas remis en question, c'est qu'à un moment donné, une action, une idée, un objectif doit être régulièrement évalué pour savoir justement si le plus grand nombre y est touché, et donc répondre en disant tiens, à un moment donné, là il y a cette frange-là, là aussi ce matin avec l'exemple du tabac ou autre, on voit très bien évidemment que cette question-là reste un peu en suspens et que bien évidemment, l'exercice de cette prévention, ou en tout cas les actions autour de la prévention, doit aller sur le plus grand nombre, c'est-à-dire la grande majorité, mais ne pas oublier aussi cette petite fraction, ce petit pourcentage qui peut de temps en temps être oublié. Pour vous aussi, quelle est votre vision de l'action? Vous avez dit là, c'est une force en action, mais l'action de qui? De tous, mais aussi individuellement de qui? Alors, on en est un peu dans cette question de cette prévention et de dire que bien évidemment, c'est l'affaire de tous. Voilà, le tous, c'est qui? Le tous, bien évidemment, c'est nous. C'est nous en priorité. On a eu ce midi dans des échanges autour des stands en disant mais aujourd'hui on est content, c'est bien évidemment, et en tout cas je suis très content en tant que président de la commission spécialisée prévention alors d'être co-organisateur, même si c'est aujourd'hui la 7e journée des droits des usagers, et donc des usagers, mais on est tous des usagers. Alors bien évidemment, là ici, aujourd'hui dans cet amphithéâtre, il y a des usagers, bien évidemment, les représentants des usagers, mais aussi des professionnels. Mais les professionnels, moi le premier, je suis un usager. Les questions que chacun se pose ici, l'accessibilité à un médecin, on en parlait tout à l'heure avec madame, ou alors demain, j'ai envie de dire, une campagne de prévention, un dossier, mes droits. Voilà, j'en suis moi-même concerné parce que peut-être en tant que professionnel, j'ai une compétence, j'ai une petite niche dans laquelle je suis peut-être un peu meilleur, mais sinon en tant qu'usager, citoyen, bien évidemment, on doit être je dirais les premiers acteurs. Après, bien évidemment, il y a le milieu professionnel, c'est le sanitaire, le médico-social, bien évidemment. Il y a aussi tout ce qui est les décideurs politiques qui viennent bien évidemment axer, et aussi le législateur qui vient inscrire des éléments. Alors là, moi, je vais reprendre une autre petite casquette que j'ai, parce que bien évidemment, je suis président de la commission spécialisée prévention, mais au titre de la Fédération Addiction. Et mon dada, c'est
je dirais, alors je ne vais pas dire les addictions, mais en tout cas, je suis un professionnel du champ des addictions. Et donc, là aussi, il faut qu'on soit vigilant, parce que si on prend par exemple la loi E20, on la connaît tous, hein, qui vient bien évidemment encadrer ne serait-ce que la question autour de l'alcool, on voit que malgré, je dirais, une loi forte, le législateur a posé des choses, et régulièrement, les lobbies alcooliers viennent donner des coups de butoir dans cette loi, l'a abîmée, ça c'est une réalité, aujourd'hui cette loi est abîmée, et donc on doit reposer ces questions, en tout cas au niveau de la prévention, d'être attentif, parce que régulièrement, c'est un peu, en tout cas moi je le vis un peu comme ça dans le champ des addictions, un peu un mouvement, des moments où on fait quelques pas en avant, et puis après on recule un peu, ou alors on a le sentiment, et là aussi c'était des échanges que j'avais eus avec vous dehors, de dire que bien évidemment il y a une volonté politique, et que des moments on a le sentiment que sur le terrain il n'y a pas l'écho, ou en tout cas je dirais ça ne redescend pas de manière aussi fluide sur le terrain pour les usagers, pour les professionnels et autres. Mais revenons sur cette notion de l'individu et du citoyen. Le professeur Gignon le disait ce matin, c'est quasiment même, c'est dans le droit constitutionnel. Et une dame tout à l'heure, lors de la table des questions à la salle, nous disait que le corps aussi, c'est vraiment l'individu dans son corps a aussi cette responsabilité. Quel levier d'action on pourrait mettre en place, comme l'appel qui a été lancé par Amandine tout à l'heure, on pourrait mettre en place pour que l'individu, le citoyen, au sens citoyen, prenne fait et cause de cette prévention? Quelle idée auriez-vous? Moi, aucune. je vais être, voilà, nous tous, bien évidemment. On le revoit, une journée, bien évidemment, comme ici, permet, alors, d'une, de se rencontrer, de se croiser, de se connaître. On l'a vu avec l'ensemble des stands. On a des stands qui sont alors, au niveau du territoire, un peu dans la Somme ou sur le Valenciennois. Et à un moment donné, on se dit, bah, tiens, moi, je suis plus sur la métropole lilloise, pourquoi je n'ai pas copié, ou en tout cas modélisé ce que font les collègues sur tel et tel territoire. Donc il y a cette richesse-là de, bien évidemment, pas être dans une forme de millefeuille. Là c'est, je pense en tout cas, je pense qu'un point de vigilance qu'on doit avoir, une meilleure connaissance, mais ça aussi, ça fait écho déjà à des choses qui ont été dites ce matin. C'est-à-dire on doit se connaître, on doit se rencontrer pour qu'à un moment donné, on soit capable d'informer, d'orienter. Et ça, on en revient aux tous. Ce n'est pas que le professionnel qui peut bien évidemment orienter, on est tous usagers. On a découvert certainement, en tout cas, je l'espère pour vous, et que les stands étaient très riches, peut-être des spécificités, en disant, ah bah tiens, ça je ne connaissais pas, est-ce qu'il y a ça sur mon territoire? Donc est-ce que demain on doit penser, imaginer à le modéliser? Et puis surtout, donc, j'ai envie de dire, se nourrir des expériences des autres, partager, se connaître, et bien évidemment, alors autour de ça, une coordination est aussi extrêmement importante. Merci beaucoup, Frédéric Brozowski. Je me tourne vers vous, docteur Jennifer Cobert. On va parler avec vous de dépistage. Le dépistage, oui, ça fonctionne. Le dépistage, expliquez-nous ce qu'est un dépistage, déjà, pour commencer. Alors, ça marche ? Donc moi, je suis le docteur Cobert du CRCDC, donc c'est un vaste nom. Ça veut dire Centre régional de dépistage de coordination des cancers. Avant, ça s'appelait ADEMA, Opaline, pour ceux qui connaissent un peu mieux, N-Préventis, enfin, c'était par département. Donc on m'a invité parce que j'ai la lourde tâche de vous parler de prévention, mais avec un terme pas très vendeur quand même, il faut le dire, puisqu'on va parler dépistage de cancer. Donc voilà, c'est vrai que le mot fait quand même toujours un petit peu peur. Mais comme mes collègues, j'ai envie d'être optimiste, parce que quand même depuis ce matin, on entend beaucoup de choses, notamment on voit qu'il y a de plus en plus de place pour la prévention, quel que soit le niveau, que ce soit le niveau professionnel de santé, que ce soit le niveau des usagers. Et du coup, ça nous rend quand même optimistes pour nous, pour les générations futures, etc. On voit qu'on essaye quand même d'intervenir de plus en plus, même dès, on va dire, l'échelon basique qui sont quand même les écoles, hein, puisque je pense que vous savez un petit peu tous, mais on peut quand même être acteur de sa santé et que l'activité physique, l'alimentation, on en parle depuis ce matin, tout ça, ce sont aussi des choses importantes, même pour le cancer. Et donc voilà, tout ça, ça permet quand même de rester optimiste, même sur un thème pas très sympa qui est quand même le cancer. Donc, qu'est-ce que c'est que le dépistage? Je vais essayer de rentrer dans le vif du sujet. J'ai pris quelques notes parce que sinon, j'ai tendance à m'égarer un petit peu. Donc, voilà, c'est pour ça que je lis un petit peu. Donc, le dépistage, à quoi ça sert? Ça sert à rechercher une maladie à un stade précoce chez une personne qui paraît en bonne santé. C'est-à-dire qui se sent bien, finalement, quelqu'un qui se sent bien et qui ne sait pas, du coup, qu'il a une maladie. Et maintenant, si on veut parler de dépistage donc organisé, donc la structure dont je fais partie, c'est un dépistage qui est organisé par les pouvoirs publics, c'est-à-dire que c'est en gros l'État, on va dire, qui va vous inviter à participer, si vous êtes dans la tranche d'âge concernée, par exemple à un dépistage du cancer du sein.
Donc en France, il y a 3 dépistages organisés. On a le dépistage organisé du cancer du sein, dépistage du cancer colorectal et du cancer du col de l'utérus. D'accord ? C'est les 3 dépistages organisés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres dépistages, hein, mais c'est pour ça que j'ai défini un petit peu ce que c'était qu'organisé. Alors, comme mes collègues, hein, on est un peu confrontés tous aux mêmes problématiques, c'est-à-dire qu'on parle de prévention, mais c'est vrai que sur le terrain, ce n'est pas si facile. Pour personne, on a des problématiques, les usagers ont des problématiques, les professionnels ont des problématiques, chaque programme de dépistage a ses propres problématiques qui font que du coup, c'est pas très simple et qu'on a beaucoup de freins à la participation. À quoi ça sert un dépistage ? Parce que c'est quand même ça qui est important, ça sert quand même à quelque chose. Ça sert à diagnostiquer une maladie le plus tôt possible, dans le but de la traiter le plus rapidement, de freiner ou de stopper la progression. Donc pourquoi l'organiser au niveau de l'État ? Pourquoi organiser ces 3 dépistages, là, de cancer notamment ? C'est pour essayer de garder la population dans une meilleure santé, hein, avoir un impact sur la santé publique. On a aussi un but, on le dit depuis ce matin, mais d'essayer de toucher les plus vulnérables, hein, qui sont parfois éloignés du système de santé, ce qui n'est pas toujours très simple. Je pense que vous l'avez tous entendu. Le aller vers n'est pas très simple. Et puis il y a aussi, ce que disait mon collègue à l'instant, la nécessité d'évaluer aussi le dépistage, de voir ce qui fonctionne, ce qui peut être fait pour que ça aille mieux. Je vais vous montrer des petits exemples de choses qui sont concrètes et qui, on espère, vont nous permettre d'être encore plus optimistes pour la suite. Donc si je pars un peu sur le cancer du sein, on part sur le cancer du sein. Le cancer du sein, ça reste quand même le cancer le plus fréquent chez la femme. On est quand même encore à 59 000 cas par an en France. Donc vous voyez, c'est pour ça aussi que c'est un problème de santé publique. Le dépistage organisé, ça consiste, je vais vous expliquer un petit peu quand même, ça consiste à être invité dans la tranche de 50 à 74 ans à faire une mammographie tous les 2 ans. D'accord ? Donc voilà. Le constat, c'est que il est mis en place depuis 2004, mais depuis à peu près les années 2012, on a quand même une baisse de participation qui s'accentue d'année en année, qui bien sûr le Covid n'a pas du tout aidé. Donc on a de plus en plus de femmes qui ne se font pas dépister, il y a des multiples causes, hein, évidemment, et on n'a pas forcément de solution, comme mon confrère, de solution unique. Ensuite, on a le dépistage du cancer colorectal. Alors là, c'est mon petit cheval de bataille. Cancer colorectal, donc c'est le cancer du côlon et du rectum, le gros intestin. Souvent, dans les stands, en fait, on a les dames qui viennent nous voir puis qui nous disent j'ai bien reçu mon papier pour la mammographie et mon mari pour le test du côlon. Mesdames, nous avons aussi un côlon. D'accord ? Donc du coup, nous sommes aussi concernés par le dépistage du cancer du côlon, à partir de 50 ans jusqu'à 74 ans. En gros, c'est faire un petit test chez soi, dans ses toilettes. Donc, je vais vous montrer le test. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui paraît une grosse torture. D'accord ? On fait ça chez soi. Donc, voilà. Un des gros biais qu'on avait avant, c'était que c'était forcément remis par le médecin généraliste, ce qui quand même était un petit peu compliqué parfois déjà pour les patients qui n'ont pas de médecin généraliste, qui sont quand même les plus fréquents, ou parfois les gens qui n'avaient pas envie d'aller chez le médecin juste pour ça, pas le temps, enfin bref, il y avait beaucoup de biais. En fait, depuis 1 an maintenant, un petit peu moins d'1 an, les tests peuvent être soit remis par les pharmaciens, c'est en train de se mettre en place, donc il y a certaines pharmacies qui participent et d'autres qui sont encore en train de se former. Et puis il y a aussi la possibilité de le commander en ligne. D'accord ? Alors c'est vrai qu'on est encore dans le numérique, mais ça permet quand même de toucher aussi d'autres populations, et notamment celles qui peuvent être aussi ne pas avoir de médecin traitant. Donc c'est encore un petit peu tôt pour évaluer, puisque ça vient juste d'être mis en place, donc je ne peux pas vous dire si ça va fonctionner sur notre taux de participation, qui est quand même, on va dire, catastrophique dans le dépistage du cancer colorectal, puisqu'on a à peu près 34% de la population qui participe. Ça ne fait pas beaucoup, hein, d'accord ? 34%, c'est des milliers de vies qu'on perd pour un test qu'on fait dans ses toilettes. D'accord ? Et mesdames, vous êtes concernées. Donc voilà, donc ce qui permet quand même de rester optimiste malgré tout quand on parle de cancer, et c'est aussi le but de mettre en place ces dépistages organisés, c'est quand même que le cancer colorectal, quand il est détecté tôt, on en guérit 9 fois sur 10. D'accord ? C'est pour ça aussi qu'ils mettent en place ces dépistages, c'est qu'on peut en guérir si c'est pris en charge tôt. D'accord ? Donc voilà, ça c'est le message d'espoir.
Et ensuite, on a le cancer du col de l'utérus. Donc, le col de l'utérus, là, c'est aussi pour vous, mesdames. Donc, nous avons, nous, les 3 dépistages organisés. Nous avons de la chance. Donc, c'est pour les dames un petit peu plus jeunes, de 25 à 65 ans. C'est le fameux, ce qu'on appelait frottis. D'accord ? Donc, chez le gynécologue, n'est-ce pas ? Ça peut être aussi chez le médecin généraliste. Et désormais, nous avons de plus en plus de sages-femmes qui s'installent dans les cabinets, dans les maladies, dans les maisons de santé pluridisciplinaires, ce qu'on parlait ce matin, et qui permettent aussi, parce qu'avant, c'est vrai que et ça reste quand même compliqué d'avoir un rendez-vous parfois chez le gynécologue, ou long, ou on est trop loin. Maintenant, on a de plus en plus de sages-femmes quand même, d'accord, et qui font du coup les consultations de frottis. Donc voilà. En termes de prévention, ce qui est aussi important, on peut ne pas en parler dans le cancer du col de l'utérus, c'est qu'on peut aussi agir en amont puisque nous avons la vaccination. D'ailleurs, on en a un petit peu parlé ce matin avec le docteur Burger. Il y a des campagnes de vaccination notamment qui ont été annoncées par le président pour proposer aux collégiens, puisque désormais, même les garçons peuvent être éligibles à la vaccination, puisque le cancer du col est lié à un virus, plus de 9 fois sur 10, lié à un virus sexuellement transmissible pour lequel nous avons un vaccin. Donc voilà, donc le thème n'a beau pas être très vendeur puisqu'on parle de cancer, il y a quand même beaucoup d'espoir puisqu'on peut agir en amont, en prévention, n'est-ce pas ? Et puis on peut agir aussi donc, en se faisant dépister. Et puis, donc voilà, n'hésitez pas aussi à en parler autour de vous, c'est important, on est tous acteurs de sa santé et de celle de ses proches. Merci docteur. On constate que vous devez faire de plus en plus œuvre de pédagogie. Là, vous venez d'apporter un kit pour montrer qu'il ne faut pas s'en faire un monde. Oui. Il y a besoin de dédramatiser désormais. Oui, c'est important parce que souvent, ce qu'on constate en fait, quand on est dans les stands, au contact des patients, des usagers, en fait, effectivement, ils se font tout un drame et il y a aussi un amalgame sur le fait d'être obligé de faire des coloscopies de dépistage. Alors, certaines populations, oui, doivent faire des coloscopies, celles qui sont plus à risque. Là, on entre un peu dans le détail, mais notamment quand il y a des antécédents dans la famille de cancer colorectal. Mais la plupart des gens sont éligibles juste au petit test. D'accord ? Donc ça, on le fait dans ces toilettes. La plupart du temps, on n'aura rien. Donc c'est tout, on refait le test quand ça va bien. Et si là, il est positif, oui, ça veut dire qu'il y a du sang dans les selles et qu'il faut faire une coloscopie. Ça ne veut pas dire que c'est un cancer. Ça veut dire qu'il faut aller vérifier ce qui se passe. Pourquoi il y a eu du sang dans les selles ? Ça peut être un petit polype, ça peut être un hémorroïde à l'intérieur qu'on ne connaît pas, etc. En tout cas, c'est dans ces cas-là qu'on fait la coloscopie. Quelles autres actions de communication vous menez en tant que médecin coordonnateur ? Y a-t-il d'autres moments de communication comme celui-ci ? Alors, on a nos points forts. On a le fameux Octobre Rose, qui est quand même bien connu. On vient de passer Mars Bleu. J'ai le petit ruban, on ne le voit pas trop, mais j'ai le petit ruban, on est un petit peu en retard. Mais on a le fameux Mars Bleu, qui sont quand même des points forts pour nous, qui nous permettent de parler à la population, mais qui restent quand même que des points à intenter, ce qui est déjà bien, mais il faudrait qu'on puisse en parler quand même un petit peu plus aussi tout au long de l'année. On ne se dépiste pas en mammographie qu'en octobre. Donc voilà. Et donc il y a 3 dépistages organisés par l'État, mais vous aviez dit qu'on peut aussi être dépisté pour d'autres faits, d'autres cas. Après, sur les cancers, c'est un peu plus spécifique. Ça va dépendre des problèmes de santé. On peut voir les gens qui travaillent dans l'amiante, etc. Voilà, dans ce type de prévention, mais là qui est vraiment plus axé sur le risque individuel. Absolument. Merci beaucoup, docteur Jennifer Cobert. Nous allons continuer à cette fois parler avec 2 intervenants en duo à 2 voix. Il s'agit donc du docteur Harmonie Boucher et d'Alexandre Massion. Nous allons parler du dispositif Équipe Addict. Alors, le projet Équipe Addict en Hauts-de-France, c'est un sujet, c'est une idée qui est née quand ? Ça fonctionne. Super. Qui est né quand ? Alors déjà, qu'est-ce qu'une microstructure ? Peut-être répondre à ça. Okay. L'équipe Addict, qu'est-ce que c'est ? En gros, ça part du dispositif microstructure médicale addiction à la base. C'est quoi ? C'est l'intervention d'une équipe spécialisée en addictologie, donc un psychologue, addictologue et un travailleur social au sein de cabinets de maisons de santé pluridisciplinaires. Sur notre territoire, la spécialité, c'est la région, la ruralité essentiellement. On a
12 microstructures qui sont nées comme ça, sur ce dispositif microstructure médicale addiction, né dans le Grand Est initialement, dans les années 99, on va dire dans les années 90, devant une problématique qui était l'épidémie de sida sur des patients consommateurs, notamment d'opiacés. Et donc, avec plein de la mobilisation de gens de terrain, médecins, mais pas que, travailleurs sociaux, etc., secteur médico-social, ils se sont dit il faut qu'on trouve un dispositif qui soit accessible en tout cas au plus d'usagers et de patients possibles, et pas que des patients qui iraient dans un centre spécialisé. Et donc c'est né comme ça s'est développé sur ce nom-là pendant plusieurs années, et jusqu'à ce que notamment le plan de lutte contre les drogues et les conduites addictives et la prévention 2018-2022, donc la MILDECA, qui est la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, qui a mis en fait l'accent sur les microstructures, en rappelant que le centre, le chef d'orchestre du soin, c'est bien sûr le médecin généraliste. Je pense que vous l'avez répété ce matin et ça avait été identifié. Donc mettez en avant l'avantage en tous les bénéfices que pouvait apporter ce dispositif-là. Et donc ensuite est né le dispositif Équipe Addict, donc via l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale, sur une expérimentation qui est celle-ci, c'est-à-dire lancer ces microstructures au sein du national, sur 5 grandes régions qui font l'expérimentation. Donc on a donc les Hauts-de-France, l'Île-de-France, région PACA, Grand Est, et puis Bourgogne-Franche-Comté. Voilà. Au sein de notre... donc ça a commencé en 2020. Voilà, 2020 pour 3 ans. Donc on finalise là c'est la fin bientôt de l'expérimentation, et on souhaite que ce soit pérennisé. En tout cas, on va peut-être en parler après. Mais voilà un petit peu ce que c'est qu'Équipe Addict. Voilà, Équipe Addict, peut-être Alexandre également, Massion. Le but du jeu, c'est de mettre à disposition du médecin, peut-être isolé dans sa pratique, dans sa ruralité, des experts de l'addiction. Ouais, bon. Donc oui, comme le disait le docteur Boucher, c'était vraiment de remettre le médecin au cœur de la prise en charge dans le cadre des addictions. Donc aussi en lien avec la prévention. Donc c'était aussi d'offrir à des patients qui n'ont pas forcément accès aux soins en addictologie, ou de venir sur les grandes villes finalement. Donc ce qu'on observe dans notre file active, c'est que 50% des prises en charge, c'est des premières prises en charge, c'est des gens qui n'avaient pas forcément accès ou eu accès avant aux soins. Donc ça, c'est déjà un premier atout. Donc c'est vrai que quand on parle de prévention en addiction, on peut vite basculer sur enfin, en prévention, c'est vrai, c'est ce qu'on disait ce matin, le fait de faire un peu la morale, ou en tout cas de pointer un petit peu les conduites des gens, ce qui est encore plus vrai dans le champ des addictions, vous comprenez bien, puisque très vite, on peut vraiment pointer des comportements. Donc effectivement, dans ces consultations, c'est l'occasion à la fois de parler des conséquences, hein, évidemment, on n'évite pas ce sujet, mais c'est l'occasion aussi, surtout, de donner un espace de parole aux patients, et qu'ils puissent enfin parler de leurs vrais besoins et qu'est-ce qui se cache un petit peu derrière leurs addictions. Donc c'est pas uniquement parler des conséquences, c'est aussi parler de leurs besoins. Tout ça en dynamique avec le médecin généraliste. L'idée, c'est vraiment que le médecin généraliste puisse avoir une équipe spécialisée vers laquelle il puisse adresser ses patients, et qu'il ne soit pas seul avec ses patients, ou en tout cas avec un discours médical. Et donc, ce qui est aussi intéressant dans ce dispositif, et dès qu'on parle d'addiction, l'intérêt, c'est qu'on parle très vite aussi d'autres choses. On parle aussi d'alimentation, on parle évidemment de sommeil, puisque c'est une des premières fonctions souvent des addictions, c'est pour pouvoir dormir le soir. On parle d'activité physique, on parle de loisirs, de passion. Et donc, c'est donner enfin à des patients et à les sortir un petit peu de leur isolement. Et donc, c'est un des premiers intérêts de ce dispositif, c'est d'offrir à proximité un espace qu'ils connaissent, puisqu'ils connaissent le médecin, ils connaissent les lieux, et donc ça permet souvent de franchir la porte. Et alors, on parle de quelles addictions? Toutes? Alors, comme le disait le docteur Boucher, c'est vrai qu'au départ, c'était orienté vers un certain profil de patients. Ce qu'on constate, c'est que finalement, les addictions, alors c'est toujours l'avantage des addictions, c'est que ça peut être plein de domaines, et on peut être addict à tout, en fait, finalement. Donc, voilà. tabac, jeu, alcool.
toute substance psychoactive, c'est-à-dire qui intervient sur notre conscience et comportementale. On se rend compte que finalement, les addictions comportementales, donc jeux pathologiques, que ce soit jeux d'argent, les jeux vidéo, alimentaires, bien sûr, achats compulsifs, c'est très large, le travail, le sport, peuvent avoir des conséquences sur les... Et en tout cas, activent exactement les mêmes voies d'un point de vue neurologique que les substances psychoactives qu'on avale, qu'on sniffe ou d'autres choses. Voilà. La force aussi de Équipe, dans Équipe Addict, il y a Équipe, donc c'est la force pluridisciplinaire, c'est bien ça? Alors quelles sont les disciplines présentes? Donc initialement, c'est donc le psychologue clinicien, le travailleur social, mis à la disposition du cabinet de médecin, du médecin généraliste, déclenché par le médecin généraliste. Voilà. Donc soit à la demande du patient, voilà, j'ai vu que vous avez des personnels de l'addiction qui intervenaient dans votre cabinet médical, ça peut être une entrée, et aussi le médecin généraliste, c'est tout mon rôle aussi, en tant que médecin coordonnateur de ce dispositif, de le vanter en tout cas auprès des médecins généralistes, de leur indiquer tout le bénéfice que ça peut avoir, qu'ils soient à l'aise avec la question des addictions. C'est vraiment un rôle de montée en compétence des médecins à travers donc, nos échanges. On a une réunion de concertation pluridisciplinaire donc, tous les 3 mois où on se rencontre pour aborder les situations souvent les plus complexes, mais pas que, faire un point sur les patients, sur les usagers. Et du coup, à chaque RCP vient des questions. On fait de la formation aussi au sein de ces différentes MSP. J'ai mon portable du coup professionnel qui est accessible et les médecins généralistes ont fait vraiment un travail de collaboration. Ils peuvent m'appeler en consultation devant un patient pour des questions, soit voilà, j'ai un problème, je ne sais pas comment répondre, tel traitement, initialisation d'un traitement substitution. On peut répondre voilà, comme ça, on aide nos confrères et consoeurs. Voilà en tout cas mon rôle. Vous avez également un rôle de formation. Oui, tout à fait. Un rôle de formation, donc au sein, via les RCP. Et puis on organise souvent au sein du XAPA Le Mail des temps de formation de nos médecins à leur demande. Les thématiques sont vraiment larges, toujours à la demande des médecins généralistes. Et on se rend compte en fait tout l'impact que ça a. C'est qu'initialement, il n'y avait pas forcément historiquement le médecin coordonnateur. C'est vraiment sa place a été mise avec Équipe Addict justement, l'expérimentation. Et je pense que tu pourrais l'attester. Alexandre, il y a vraiment eu une accroche d'autant plus importante des médecins, de plus en plus d'orientation et surtout à des niveaux d'atteinte et de gravité de la conduite addictive, la pathologie addictive, beaucoup moins importantes. Au départ, tu recevais souvent les patients, je prends l'alcool, avec des complications, des gens qui avaient déjà fait des séjours à leur cure, maintenant on parle de sevrage complexe ou de SSR addicto plusieurs fois avec des rechutes, etc., même si ça fait partie aussi de la pathologie. Mais beaucoup plus atteint, avec des complications somatiques, etc. Maintenant, du fait de ce dispositif-là, les médecins généralistes sont plus à l'aise et donc dépistent de façon beaucoup plus précoce et donc on intervient beaucoup plus précocement dans la prise en charge. Comme on dit souvent, à 1 quart d'heure, c'est souvent le temps de consultation, parfois c'est plus court en fonction aussi. Et si on n'est pas à l'aise avec les questions addictologiques, franchement, en tant que médecin, on ne pose pas la question. Moi, je ne suis pas à l'aise avec la spondylarthrite ankylosante, par exemple. Je ne vais pas franchement poser la question. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu pour faire l'humour, mais en gros, quand on n'est pas formé, on ne va pas forcément poser les questions. Donc vous participez, exactement, vous participez vraiment à la montée en compétences des médecins aussi sur le terrain, dans la campagne, dans les campagnes. C'est ça. Et ils ne sont pas tout seuls, ils le savent. C'est ça qui est très intéressant. Plus la prévention. Donc, Alexandre Dormation, vous pouvez compléter cette prévention, vous avez dit secondaire et également pour repérer précocement les choses. C'est-à-dire que finalement, le gros intérêt, c'est que les médecins peuvent proposer, donc, comme je disais, un dispositif dans leurs locaux, ce qui permet parfois de dire il y a juste à aller pousser la porte et pour juste évaluer, pas forcément quand on pense curatif ou en termes où il y a peut-être déjà des atteintes somatiques, comme on le disait, c'est juste, c'est possible d'aller juste en parler. Voilà, il n'y aura pas de jugement, ce sera même pas le médecin qui forcément recevra cette première écoute. Et donc ça permet justement aux patients de ne pas se sentir jugés et de pouvoir aborder leurs addictions qui peuvent être même parfois légères. Voilà. Et ça permet également de travailler sur parfois des conséquences intrafamiliales. Donc ça peut être parfois le conjoint qui peut aussi pousser la porte sans forcément lui-même être au
prises avec des addictions. Donc ça permet aussi de pouvoir proposer un dispositif à l'entourage qui est souvent oublié dans les addictions. En fait. Vous menez aussi des formations collectives à la demande de plusieurs médecins. Là, vous me parliez de l'expérience de Crécy-en-Ponthieu. Vous pouvez nous l'expliquer ? Nous la raconter. D'un médecin qui fait partie du dispositif Équipe Addict, qui avait reçu une des soirées de formation qu'on proposait, nous avait sollicité pour intervenir dans un EPU, donc plus large. Donc c'est là où c'est intéressant, ça fait des petits, parce qu'à cette soirée de formation, donc j'intervenais la semaine dernière, bon, voilà, ils m'ont redemandé une date, et des médecins qui sont venus me voir après en me disant « Ah, mais donc du coup, Équipe Addict, ça nous intéresse. » Donc là, on attend la fin d'expérimentation pour pouvoir après en ouvrir d'autres, c'est un peu l'idée, on attend la pérennisation et tout ça. Ça, je vais voir avec la directrice, Madame Le Gallès. Mais voilà, l'idée, c'est de poursuivre le développement sur le territoire. Et c'est régional. Là, on parle du MAI, l'association Le MAI, et de la Somme, parce qu'on est là aujourd'hui. Mais il y a d'autres microstructures sur notre... C'est bien régional, c'est les Hauts-de-France, avec d'autres microstructures dans le Nord, dans l'Aisne et dans l'Oise également. Donc, vraiment, c'est amené à se développer. En tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite. Merci infiniment. Restez avec nous pour l'échange avec la salle. Je vais donner le micro au professeur Guillaume Veva. Merci d'être là également. Avec vous, nous allons parler de vigilance et du 3114, deux outils plus que complémentaires dans la prévention notamment du suicide. Allons-y. Comment est née Vigilance ? Comment c'est né ? Y a un jour Darty qui m'a téléphoné un soir en me demandant si j'étais content de l'achat que j'avais fait de mon radio-réveil. Je ne suis pas commode dans la vie, mais le soir, quand je rentre chez moi et que je suis fatigué, je suis encore moins commode. Et là, j'ai été surpris. C'était une voix agréable qui me demandait mon avis sur... je n'ai pas raccroché, j'ai répondu gentiment, poliment, je sais le faire aussi. Je dis tiens, et puis et pourquoi dans le monde de la santé, on ne se préoccupe jamais de la qualité de ce qu'on propose. Vous voyez, c'est un peu né comme ça, l'idée du maintien du contact et du lien. Alors, il faut transposer à la question du suicide. Vous gardez ce lien justement pour les personnes qui ont connu une tentative de suicide, par un coup de fil, une carte postale envoyée ? Oui, c'est ça. Grosso modo, la prise en charge d'une tentative de suicide en France, elle est surtout hospitalière dans un premier temps, dans 80% des cas. Surtout dans notre région, parce qu'il y a des hôpitaux dans beaucoup d'endroits. Dans d'autres régions, c'est moins important que ça. Mais bon, le temps de la prise en charge hospitalière des suicidants, donc les suicidants sont les sujets qui survivent à une tentative de suicide, dans 90% des cas, les gens ils sortent en quelques heures, voire en 2-3 jours. Et donc on a beau avoir, et j'en suis absolument convaincu, un des meilleurs systèmes de santé du monde, le temps d'interaction entre le sujet et son groupe, son environnement, sa famille, et ce merveilleux système de santé est tellement court que ce qui se tisse là, c'est pas un contrat de soins, un contrat de tout ce que vous voulez, c'est à la limite un compromis. Entre nous, autant un compromis de soins qu'un compromis de sortie, dans ces situations très tendues, un peu honteuses pour beaucoup des sujets. Dès que ça repart à peu près, on ne veut plus en entendre parler. Et donc les gens sont réinjectés dans le milieu d'où ils viennent et où ça ne s'est pas très bien passé, puisqu'ils ont fait une tentative de suicide, assez rapidement. Alors, pas sans rien, c'est bien fait. Il y a une articulation qui est... Si les gens doivent être hospitalisés, d'abord, ils le sont, en santé mentale ou autre. Mais des liens sont faits avec le médecin de famille, avec les partenaires associatifs quand on en a. Sauf que personne ne vérifie jamais. Personne ne maintient le lien. Et puis, ce compromis qui était tissé là, dans un service d'urgence ou dans un centre de crise, 3 semaines ou 2 mois plus tard, est-ce qu'il tient toujours ? Est-ce que c'était le bon ? Est-ce qu'il ne faut pas le modifier, l'enrichir ? Est-ce qu'on ne peut pas aussi témoigner du fait que les gens, ils ont pris le cours de leur existence ? On rappelle les gens, on est assez proactif. Donc dans l'algorithme de maintien du lien qu'on propose, il y a aussi un aller vers. Donc on donne nous-mêmes un coup de téléphone. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de gens, à 6 semaines, qui vont bien sans suivre les conseils des docteurs. L'outrecuidance des gens n'a pas de limite. Mais voilà, on s'assure à ce moment-là qu'ils sauront trouver de l'aide, ou on leur rappelle, si jamais ils en ont besoin. Mais s'ils ont trouvé leur façon d'aller mieux, très bien, on valide, on les félicite et puis on leur souhaite bonne chance. Vous voyez ? Bien sûr.
par téléphone, hein, l'essentiel est au téléphone, mais pas que, parce qu'il y a des gens qu'on n'arrive pas à avoir au téléphone. Hein, le réseau, ça a déjà été caricaturé en début d'après-midi. On envoie des cartes, alors ça peut paraître vintage, hein, d'envoyer des cartes postales. Entre nous, dans la salle, alors je ne vais pas le faire par applaudissement, mais qu'est-ce qu'on reçoit dans nos boîtes à lettres? Des factures et des pubs. Hein. Les ados, ils n'ont pas de facture. Donc vous voyez, finalement, qu'il y a une carte qui arrive de temps en temps qui vous demande comment vous allez, et puis si jamais vous n'allez pas au top, 2-3 numéros ou des gens qui peuvent vous appeler, mais ça ne fait pas de mal. Hein. Et vient en parallèle ce numéro 24-24, 7 jours sur 7, gratuit, qui est le 31-14, qui est né, lui, qui a été créé il y a 18 mois, mis en place il y a 18 mois. Non, ça c'est très important. Donc là, je vous ai parlé de vigilance, donc un dispositif de veille après une tentative de suicide. Donc ça concerne qu'une partie de la population. Hein. On n'a pas tous, ou on ne fera pas tous une tentative de suicide. Et c'est un numéro, le dispositif fonctionne dans la semaine aux heures ouvrables. Donc il était absolument essentiel de compléter la prévention du suicide ou le recours en prévention du suicide d'un numéro 24-24 tous les jours de l'année. C'est le 31-14. Hein. Et le 31-14, autant il y a des points communs parce que les gens qui décrochent sont des professionnels de santé, qu'ils soient psychologues ou infirmiers formés initialement et tout au long de leur pratique professionnelle. Autant ça c'est un point commun, autant le cœur de cible, si j'ose dire, du public concerné, parce que la prévention on peut en parler comme primaire, secondaire ou tertiaire, mais aussi on peut en parler comme universelle, donc la cible qu'on vise, universelle, hein, spécifique ou sélective. Là clairement, le 31-14, ça touche tout le monde, donc des gens qui sont en crise ou qui ne vont pas bien, bien sûr. Hein, d'ailleurs pour l'instant c'est la majorité des appels en France, hein, mais aussi des gens qui s'inquiètent. Hein, des copains de l'école, la famille, un proche, hein, qui peut téléphoner en disant autour de moi j'ai quelqu'un. Bon, ils sont bien formés les répondants, hein, parce que tous les gens en crise qui appellent, ils disent que c'est pour un proche au début. Et puis on cause, hein, puis ça se rapproche le proche. Hein. Ça peut être aussi des professionnels médicaux qui appellent. Et voilà, troisième groupe, hein, les professionnels de santé. Alors comme vous, chers consoeurs, mais aussi l'infirmière scolaire. Hein, je dirais psychologue scolaire, des gens en entreprise, des professionnels. Donc c'est tout à fait important. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que le 31-14, c'est comme le 15. C'est-à-dire que quand vous faites le 15, c'est le 15 le plus près de chez vous qui va décrocher. Ben c'est pareil. C'est-à-dire que le numéro est unique, mais le décroché est régionalisé. Donc ce sont des gens qui connaissent le territoire sur lequel vous êtes. Parce que c'est bien beau, si on a besoin d'articuler une intervention de crise ou bien... Il faut savoir de quoi on parle, où on est, quelles sont les réalités de ce terrain-là, l'état du réseau, hein, les médecins de famille et ainsi de suite. Depuis 18 mois, avez-vous des données sur le rendu, les résultats? Vous avez été évalué notamment. Alors, on a été évalué par Vigilance, hein, du côté de Vigilance. Alors, ces deux expériences, parce qu'on a passé le stade de l'expérimentation, et un jour ça arrive. Hein. Gardez la foi. Et donc, l'expérimentation a montré, là, donc la Santé publique France a sorti donc, sur 6 territoires, 6 régions, donc vous êtes à 4, ce sera un peu plus facile. Donc une diminution du risque de 38%, c'est vraiment beaucoup à l'échelle populationnelle. Je me retourne vers mon confrère de santé publique. C'est difficile de mettre en évidence des effets pareils. Hein. Donc on diminue de presque la moitié, hein, le nombre de récidives suicidaires après une TS quand on a vigilance. Sur le 31-14, c'est vachement plus difficile d'évaluer son impact. Hein. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu 300 000 appels déjà depuis le 1er octobre 2021. Hein. Donc difficile de dire combien viennent des Hauts-de-France dans la mesure où le décroché est régionalisé. Mais bon, c'est un numéro qui a dû être déployé en 9 mois, entre le moment où l'appel d'offres est sorti et le moment où il fallait avoir déployé pour la journée internationale de prévention du suicide du 10 septembre. Voilà, donc en fait on a lancé avec des premiers sites et c'était pas parfait. On est encore en train de finir le déploiement. Et donc la région des Hauts-de-France décroche aussi pour l'Île-de-France, Paris. Oui. Donc voilà, les chiffres que j'ai de notre centre de décroché dans les Hauts-de-France n'a pas encore de sens pour notre région. Paris vient d'ouvrir depuis 2 mois, donc l'année prochaine on aura des choses
plus précises en ce qui concerne notre région. Merci beaucoup, professeur. Je pense qu'il y aura peut-être des interventions, des réactions dans la salle. Justement, on va vous donner très vite la parole, mais avant, j'aimerais que l'on regarde peut-être l'inspiration du dessinateur. Philippe Tastet, avez-vous des images? À la régie, on va nous les montrer. Et je vous laisse réagir dans la salle déjà. Et puis sur scène aussi, mes intervenants vont peut-être commenter les dessins. Voilà. La prévention, une force en action. OK. Allons-y, continuons. Vigilance à Amiens. Pas mal. Ah ouais, pas mal. Très bien. Oui, bravo. Ah, voilà. J'ai l'impression que chacun va partir avec sa propre caricature. Le dépistage du cancer. Oh. Et on voit la fin du dessin en direct. Très bien, bravo. C'est parfait, merci. On peut l'applaudir encore, notre merveilleux dessinateur qui traduit vraiment très très bien les messages. Alors à vous la parole, les micros vont circuler à nouveau. Ne créons aucune frustration. Vous pouvez bien sûr, on va prendre le temps de vous laisser la parole. Cette journée est aussi faite pour cela. Donnez la parole aux usagers. Profitez-en, saisissez le micro. Qui commence ? Allez-y, voilà, merci. Tout en haut, présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour, donc Mme Bécu Blandine, moi je représente la direction du centre hospitalier d'Abbeville. J'ai une question pour le dernier intervenant. Professeur Véla. J'imagine, professeur, que le 31-34 avec la crise 14. Covid, c'est forcément à exploser, j'imagine, non ? Bon, il faudrait que notre ami dessinateur écrive 31-14. Oui. En gros, parce que le numéro passe encore bien. Vous avez dans vos tote bags, oui. Je pense. 31-14. Alors, je ne peux pas vous dire si ça explose, puisque le 31-14 a été lancé après, hein, le 1er octobre. En revanche, Vigilance a été vraiment très sollicité. Alors, c'est vraiment très intéressant ce qu'on a constaté à l'occasion de la crise Covid par rapport à Vigilance. Donc, on a démarré dans notre région en 2015, hein, début de 2015. Et donc, je n'ai pas déployé tout l'algorithme, on a parlé du téléphone, on envoie des cartes, mais on remet aussi une carte plastifiée aux gens à la sortie des urgences, parce qu'eux-mêmes, ils peuvent se diriger vers nous, ils ont un numéro de téléphone, ils peuvent nous appeler. Hein. Vigilance, on met en place une veille assez active pendant 6 mois. D'ailleurs, au passage, les gens acceptent beaucoup de choses de l'ordre qui pourrait vous paraître intrusif si c'est limité dans le temps et s'ils le savent, si c'est clair, s'il y a un contrat qui est clair, tacite, passé avec le public. Hein, donc, mais au bout de 6 mois, certes, nous, on va arrêter d'être proactifs. La carte ne s'auto-détruit pas. On n'est pas dans Mission Impossible. Hein. Et en plus, elle est plastifiée parce qu'on est dans un climat humide. Hein. Donc, et puis elle circule, cette carte. Vous voyez, elle circule, le copain. On était avant le 31-14, avant qu'on ait la possibilité aujourd'hui, hein, de pouvoir avoir un numéro 24-24. Et on s'est rendu compte qu'à l'occasion de la crise Covid, il y a plein de gens qui ont rappelé Vigilance. Ils n'avaient pas d'idée suicidaire. Ils rappelaient un réseau qui les avait soutenus dans un autre moment difficile qu'ils avaient connu dans leur vie. C'est pas formidable, ça ? Vous voyez, donc c'est ce que je peux répondre à propos du Covid. Hein. Merci pour cette question et cette réponse. Y a-t-il d'autres interventions ? Oui, le micro est là, sinon... J'ai juste une petite question. Oui. Est-ce qu'il serait possible de récupérer des tests de dépistage où il faut attendre qu'on nous les envoie ? Alors maintenant, vous pouvez les commander en ligne avec votre invitation en fait, que vous recevez par la poste. Et si vous ne l'avez plus, il faut nous passer un petit coup de fil et on vous la renvoie en fait. On ne peut pas en envoyer comme ça directement. Il faut l'invitation. Il faut l'invitation. Ok. Ou alors vous pouvez aller chez le pharmacien ou chez le médecin généraliste, il n'y a pas besoin d'invitation. Ah ok, d'accord. Très bien. Merci pour la précision. Allez-y, y a-t-il d'autres demandes ? Oui, allez-y. Présentez-vous s'il vous plaît. Merci. Oui, donc moi je suis Agnès Petit, éducatrice spécialisée de formation.
et puis représentante des usagers dans le secteur médical à Beauvais. Voilà. Eh bien, écoutez, monsieur le professeur, moi, je vous félicite parce que je trouve que c'est génial en 2023 d'avoir votre association qui permet donc vraiment cette prévention. Et franchement, c'est ce qu'il faut actuellement. Vous savez, dans les radios, il y a, que ce soit Europe numéro 1, je ne fais pas de la publicité pour des radios, mais il y a des personnes le soir, Europe numéro 1 et RTL, qui éprouvent le besoin de parler beaucoup, de demander des renseignements, comment ils peuvent faire. Ensuite, il y a des personnes de tous les coins de France qui répondent. Il y a une entraide mutuelle et ça, c'est encore génial. Et c'est garder l'humain avant tout. Et voyez-vous, moi, j'ai déjà appelé pour d'autres personnes. Pas pour moi, parce que je suis capable pour moi de dire, écoutez, je rencontre ça, qu'est-ce que je peux faire? Par contre, j'ai déjà appelé pour des personnes parce que j'étais complètement démunie. Et j'ai appelé des numéros nationaux à Paris. Et là, j'ai été étonnée. D'abord, il y en a que je n'ai jamais pu arriver à joindre. Et puis, il y en a d'autres. Eh bien, écoutez, la personne, elle m'a tout de suite dit, mais pourquoi ça vous inquiète autant? Vous voyez, c'était comme si c'était moi qui étais pris dans le problème. Okay. J'aurais été, c'est moi qui avais le problème, je le disais très franchement. Voyez-vous? Merci beaucoup pour cette intervention. Oui, je vois une main levée là, juste devant, au 5e rang. Et ensuite, là-bas. Présentez-vous, madame. Bonjour, Marielle Devos, je suis représentante des usagers à l'hôpital d'Armentières. Pour revenir juste, je n'ai pas eu le temps ce matin d'en parler, mais je suis salariée, je suis représentante des usagers. Donc, quand je me suis engagée, je suis bénévole et j'ai un droit de représentation. Donc, ce qui fait que mon employeur peut me libérer pour assister à des actions de prévention ou des réunions. Donc ça, je voulais juste le préciser. Oui. Ensuite, en tant que représentante des usagers, je dépends d'une association qui s'appelle Épilepsie France. Et pour revenir sur le lien qu'on peut garder avec les patients, c'est vrai que souvent les patients sortent de l'hôpital très rapidement. Et ce qui vaut pour la prévention du suicide peut valoir aussi pour le suivi de la maladie chronique. Souvent, le patient sort de l'hôpital, il est complètement désarmé. Il se retrouve dans la société, dans son quotidien, à devoir s'insérer à l'école, dans la vie professionnelle, dans le milieu sportif. Et on n'a pas d'outils. On sort de l'hôpital avec un carton de rendez-vous, avec un traitement, mais on ne nous dit pas comment faire à l'école, comment faire dans le milieu professionnel. Et on peut aussi, malheureusement, subir des ruptures de parcours de soins parce on manque d'informations. L'information ne descend pas jusqu'aux citoyens. Et voilà, donc c'est vrai que ce numéro d'appel, il devrait être étendu pour peut-être les maladies chroniques ou même d'autres maladies. Professeur Ginon, vous en pensez quoi de cette idée-là, cette suggestion d'un usager concret? Moi, ça me paraît intéressant. Alors, je sais que c'est un sujet qui peut faire débat aussi dans la communauté, mais ça me paraît intéressant, en effet, d'avoir ces relais. On a besoin de relais, et d'ailleurs, c'est ce que je trouve un peu comme fil rouge entre les interventions des différents participants à cette table ronde, c'est qu'on est allé vers là où se trouvent les gens. Et ça, c'est vraiment le véritable enjeu. C'est-à-dire que les collègues du MAIL, et ça m'a fait sourire parce que je discutais avec un collègue généraliste il y a peu de temps, qui me disait, mais moi en fait je suis débordé, j'ai pas le temps de prendre plus de patients, etc. La dictologie c'est compliqué. Il me dit, maintenant j'ai une addictologue qui vient une demi-journée par mois, je crois, dans sa structure. Il me dit, maintenant je la connais, on crée du lien, je lui adresse des personnes et attends les évaluations et j'espère la pérennisation du dispositif, mais manifestement ça répond à un besoin. Besoin des professionnels, besoin des patients. C'est des patients qui n'avaient pas accès aux soins avant. Donc on a besoin de ces relais. L'autre question, alors on pourrait parler du dépistage aussi et de la place des relais, des ambassadeurs, des médiateurs dans l'accès aux soins. Il y a des expériences américaines sur les patients navigateurs qu'on connaît dans le milieu du dépistage. Mais clairement, on a besoin de pouvoir diffuser. Mon collègue l'a dit aussi à l'instant, le temps de contact entre un usager, un patient, même qui a des pathologies chroniques avec le système de santé, c'est au maximum en cumulé sur un an, 2 à 3 heures. C'est peu,
Le reste du temps, il est dans sa communauté, dans sa vie, avec ses proches, il va aller voir les services de la mairie, il va aller dans son club des personnes âgées. C'est là que l'on doit être, à mon avis, et c'est là où on doit avoir des relais, des ambassadeurs, pour pouvoir relayer les questions de santé qui nous appartiennent à tous. Et je pense que l'enjeu, il est là, en effet, d'avoir peut-être même des nouveaux métiers, en effet, qui soient des personnes qui soient nos ambassadeurs sur les territoires, qui fassent le lien, parce qu'on connaît le tissu local, qu'on connaît les médecins généralistes qui ont aussi une offre justement d'addicto dans leur maison de santé pluriprofessionnelle et qui est de la cohérence sur nos territoires. Merci, professeur. Y a-t-il... allez-y. Oui, présentez-vous. Merci beaucoup. Oui, comme ce matin, Elisabeth Corral, je suis RU au centre hospitalier de Fourmies, dans l'Avesnois. Oui. Voilà, c'est loin d'ici pour venir. Mais on vient quand même. Voilà, moi je voulais répondre à madame qui vient de parler aussi des RU et dire qu'on pouvait aussi, comment je vais dire, intervenir au niveau localement, par exemple par les radios locales pour faire des relais. À l'hôpital où je suis, la représentante usagée, le directeur a envisagé, et on est en train d'étudier ça quand même avec une radio locale, c'est de passer à la radio et de pouvoir dire « Allô docteur Fourmi, allô docteur Hôpital Fourmi ». Enfin, c'est une idée comme ça qui a été lancée pour essayer de voir comment on pouvait contacter les personnes et pour qu'elles puissent nous contacter. Et on a aussi lancé, je l'ai dit aussi ce matin, c'est la pérédance. Alors on l'a lancé en psychiatrie, ça peut, parce qu'on a des patients qui peuvent être père aidant, ce qui n'est pas facile parce qu'on voudrait un père aidant salarié, ce qui l'aiderait lui beaucoup aussi. Mais il faut qu'il ait un bac +3, donc là il l'a. Donc on va essayer de faire les démarches pour qu'il puisse être père aidant, ce qui est plus facile quand même qu'un patient expert. Merci beaucoup. Voilà. Et puis je voulais savoir, poser au professeur Veva, s'il était en lien avec les GEM, les groupements d'entraide mutuelle. Parce que localement, chez nous, c'est quelque chose qui marche assez bien. J'imagine qu'ils sont en île, parce que moi, vous savez, c'est surtout les répondants qui œuvrent et qui sont utiles sur le territoire. Ils sont en contact avec tous ceux qui peuvent faire lien ou intervention de crise. Donc le GEM, oui, je l'espère. Voilà, non, mais évidemment, pour rebondir sur ce qu'a dit madame, un numéro recours comme le 3114, ouais. ça change la donne. Une autre voie de la prévention est celle qui travaille avec vous, les journalistes, ou tous ceux, en termes de communication, qui diffusent de l'information autour des conduites suicidaires. Bien sûr. Et il y a dans la médiatisation des conduites suicidaires à la fois de grands risques et à la fois de formidables occasions de prévention. Donc le risque, c'est l'effet Werther, donc voilà, la contagion suicidaire par une médiatisation sensationnelle, voilà. C'est pas très difficile d'attirer l'identification des sujets sur le malheur, que ce soit quelqu'un qu'on a admiré, une célébrité, on dit qu'elle est verticale, celui qu'on a toujours admiré, Kurt Cobain. Il est admirable, Kurt Cobain, non ? Pour certains. Et pour certains, oui. Et donc, voilà, ou alors plus quotidiennement, dans nos informations régionales, voilà, le suicide d'un couple de personnes âgées sur un parking, je ne sais où, là. Oui. Et donc, nous tous qui, de façon horizontale, pouvons s'identifier à « ah oui, il est comme moi ». Donc, ce sont des pièges terribles. Mais il y a, alors bien sûr, il faut s'en prémunir de ça, mais il y a une autre voie, on l'appelle l'effet Papageno. Non, je ne vais pas chanter de la flûte enchantée de Mozart, qui là prône les effets dans la communication qui seraient des actions de prévention du suicide. Notamment toujours parler de ce qui reste, de la douleur, mais que ce sujet qui a mis fin à ses jours, il est passé aussi par un parcours de peine. Il a essayé aussi de passer par les soins, par le secours, qu'il y a des recours. Et donc, on disait tout ça avant, et qu'est-ce qu'on pouvait donner comme recours facile aux journalistes ? Allez voir votre médecin de famille. Dans les Hauts-de-France, il n'y en a pas, on l'a entendu. Faites le 15. Dites donc, si tout le monde se met à faire le 15, je peux vous dire, vous allez être reçu. Depuis qu'on a le 3114, vraiment s'ouvre une référence pour un numéro et mieux communiquer, en général sur la prévention. Et puis quand il y a un truc de prévention qui marche bien, que ce soit dans les addictions, dans le dépistage du cancer, ça sert à tous ceux qui font de la prévention, quel que soit le sujet. Oui, vous voulez ajouter, bien sûr. Je me permets de rajouter, c'est exactement avec plaisir, docteur Boucher. Avec mon confrère, c'est que quand on repère
pour les questions de conduite addictive, hein, on repère plus précocement. Les patients et patientes qui se mettent au travail pour ces questions-là vont après plus facilement se dire « bon allez, je me prends en charge beaucoup plus globalement » et donc vont entendre l'intérêt du dépistage du cancer du col, etc. etc. Les microstructures, l'avantage aussi, c'est qu'on touche beaucoup les femmes. Pour une femme, au vu du poids de la stigmatisation des conduites addictives, encore aujourd'hui malheureusement, taper la porte d'un XAPA, un centre spécialisé en ville, on l'imagine à quel point ça peut être compliqué. Cette voie d'entrée via le médecin généraliste peut déjà être compliquée. Hein. Combien sont les patientes aussi qui viennent nous voir en disant « par contre, je ne veux pas que mon médecin généraliste soit informé ». En tout cas, au départ, oui, parce que c'est le médecin de famille, il suit les enfants, il suit le mari, etc. Bon, tout ça, on travaille. Mais n'empêche que, pour dire, comme vous l'avez bien dit, c'est que quand on travaille sur une voie, on a un intérêt sur tous les champs de la prévention. Merci beaucoup. On entend le mot voie, V-O-I-E, la voie, le chemin, et la voie V-O-I-X, que deux intervenantes dans la salle ont évoqué, notamment par le biais de la radio. La radio, le téléphone, est-ce que ce sont des médias, des médiums qui permettent plus de se livrer plus facilement? Professeur Veva. Moi, je suis professeur de psychiatrie. Mais oui, justement. Alors, effectivement, hein, puisqu'on a fait le choix d'avoir des répondants qui sont des professionnels de santé, elles ne sont pas nées avec le téléphone à l'oreille. Donc elles sont souvent des femmes. Mais bon, il ou elle avait un métier, infirmière ou en santé mentale ou en cancéro, ou en neurochir, ou psychologue dans différents types d'interventions. Et donc c'est vrai qu'ils disent qu'il y a un rapport au téléphone qui est assez différent, qu'il y a effectivement certaines pudeurs. Il y a aussi un paraverbal qui existe quand même au téléphone. Il y a les silences, les respirations. On sent bien la gêne ou le sanglot qui n'est pas loin. C'est exacerbé. Notre sens, dans le téléphone, il y a bien sûr le côté qui facilite le sujet à parler, mais il y a aussi une écoute qui est très très différente, qui est enrichie. Exactement, voilà. Je voulais que ce soit souligné, ça, c'est très intéressant. Y a-t-il d'autres commentaires? Le micro. Représentez-vous, s'il vous plaît. Je sais que vous êtes oui, donc, RU. Roland Bouvard, donc usager dans de différents hôpitaux ruraux, donc Avennes, Denain, et ancien de la caisse primaire d'assurance maladie. J'y tiens beaucoup, parce que c'est là que, à mon avis, il y a une partie de la solution au niveau communication. Depuis tout à l'heure, on parle communication. Je suis désolé de le redire, mais il y a quand même des fonds dans la caisse d'assurance maladie, ils ne sont pas inépuisables, il faut bien sûr les contrôler, mais quelque part, une bonne communication, ça devrait pouvoir se faire par ce biais-là. Je l'ai déjà dit et redit. Toujours est-il, c'est que, en conduite addictive, moi j'en ai une en particulier, c'est que je suis addict d'association, vous voyez, ça c'est aussi une maladie, ça, vous voyez. On a parlé aussi, dans les conduites addictives, on a bien sûr le tabac, on a aussi la bouffe également. Ces gens-là, par exemple, ils savent très bien communiquer. Vous regardez, il y a combien pour communiquer sur les tabacs, les marques de tabac, sur les McDo, Uber Eats et compagnie, c'est ce qui apporte d'ailleurs toutes les maladies pour commencer. Donc eux, ils savent communiquer. Pourquoi nous ne saurions pas le faire? On pose une question. C'est une question, à mon avis, à se poser. Et encore un sujet, la dame d'Armentières parlait de RU plus jeunes, donc pas comme moi, par exemple. Comment on fait pour les inciter à venir? Et madame, elle a la solution, parce que, mais peu de gens le savent, c'est que les gens qui ont la chance d'avoir un travail aujourd'hui peuvent être mis à disposition, soit de la caisse primaire d'assurance maladie, soit de la CAF, soit dans les hôpitaux. Ça, on ne le dit pas assez, à mon avis. Et une dernière chose, conduite additive, je faisais un clin d'œil à ce monsieur que je ne connais pas. Il y a le téléphone qui peut être utile de chez utile, mais combien le téléphone greffé sur la main et sur l'oreille? Et ça va apporter des maladies professionnelles et psychiatriques un de ces jours. Ça, on ne s'en rend pas compte. Merci d'avoir souligné tous ces points, monsieur. C'est un vrai problème, en effet. Oui, même ça. Quand j'ai dit comportemental, je n'ai pas cité, peut-être j'ai dit écran au sens large, mais bien sûr que le téléphone. C'est les prochaines maladies, ça. C'est un très bon outil, mais avec modération. Je dirais que c'est les toujours prochaines un peu la maladies. question Non, mais le progrès n'est pas forcément au service de l'individu. J'ai fini. Alors, le micro veut circuler encore? Oui, là-haut. Présentez-vous, monsieur, s'il vous plaît. Bonjour, Vincent Lemassier, président d'un groupe d'entraide mutuelle, les Ch'tis Bonheur, espace convivial citoyen Advocacy France et RU. Alors, du coup, j'ai appris à 53 ans que je suis un jeune RU, merci, c'est sympa.
Il me reste 20 ans à faire, mon Dieu. Vu le peu de marge qu'on nous donne, il y a du boulot pourtant. Voilà, moi j'ai juste une question, pas une inquiétude plutôt, parce que j'entends toutes les actions de prévention qui sont proposées. Nous, on y va. Mais après, on ne va pas se faire soigner. Parce que moi, les actions de prévention, j'aimerais bien qu'elles soient aussi dédiées aux professionnels. Parce qu'il y a un moment où c'est bien beau de nous dire qu'on doit se dépister du cancer. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu, que j'en avais un. Voilà. Mais quand on arrive après dans le médical, on a la double peine, parce que soit on est des cas, ou la triple ou la quadruple, hein, parce que soit on nous prend pour des cassos, et dans ce cas-là, il faut voir comment on est reçu, on n'a pas envie d'y retourner. Soit on est vu pour des fous, parce que moi je suis un handicap psy, soit on est vu pour des handicapés, soit parce qu'on est vieillissant en plus, on a du mal à se déshabiller. Et moi j'ai accompagné une amie qui m'a dit mais tu peux venir à mes mamots, parce qu'elle se faisait engueuler à chaque fois, parce qu'elle mettait trop de temps, ils avaient 2 cabines de déshabillage, elle mettait trop de temps pour se rhabiller. Et elle ne voulait plus y aller à cause de ça. À quand on fait des formations auprès des professionnels pour l'accueil des personnes? Parce que là, peut-être que toute la prévention elle sera là. Parce que moi j'ai eu un cancer, alors je ne vais pas dire dans quel hôpital, parce que je pense que je ne suis pas unique, j'en ai parlé à d'autres. La première chose qu'on m'a dit, ah oui mais vous êtes schizo? Et parce que je suis schizo, je n'ai pas le droit d'être soigné pour un cancer comme les autres. Et parce que j'étais schizo, même si j'avais plus de traitement, j'ai plus de suivi, on met en doute tous mes mots. Et c'est ça aussi. Parce qu'on peut faire toutes les actions de prévention. Hein. Nous, on accompagne tout le monde. Les centres communaux de l'action sociale le font. Ils vont chercher les soins LRS pour faire des préventions sur le bien-être, sur bien manger, sur bouger, sur les cancers, sur tout. Voilà. Et on y va. Mais après, c'est quel accueil on a et quel regard on a. Et si les professionnels de santé, les médecins en premier, les infirmiers, les secrétaires médicales, du privé et du public, ne change pas, on aura aussi du mal. Et il y a un moment, on en aura ras-le-bol d'aller faire toutes ces actions. Moi, il y a des gens, je leur dis, vous voulez faire une action? Il y a une action là, on y va, en groupe, parce que c'est plus sympa en plus en groupe. Ils disaient, non mais pourquoi faire? De toute façon, on va être reçus. Voilà. Et en plus, moi, alors, le summum, certains me disent, non mais attends, moi je suis, ils ont des curatelles ou des tutelles. Et alors là, je vous dis, pas les emmerdes. C'est-à-dire qu'ils n'ont même plus de rendez-vous. Et quand ils ont des analyses, on envoie le résultat où? Pas chez eux, alors que c'est leur droit. Hein. On l'envoie chez le curateur. Et il y a un moment, on se dit quoi? Et après, on nous parle d'action. Alors c'est vrai, on a des comorbidités. On va crever d'autres choses à cause des médocs, à cause de plein de choses. Voilà, parce qu'on est gros, parce qu'on a des risques cardiaques, parce qu'on a... Voilà. Et en plus, la plus grande comorbidité qu'on nous fout, c'est le regard des professionnels de santé sur nous pour l'accès aux soins. Et ça, depuis ce matin, j'entends des belles initiatives qui sont merveilleuses. OK. Mais il y a un moment, quand on doit aller vraiment aux soins, eh ben, soit on n'y va pas, parce qu'on a déjà eu des écueils, voilà. Soit quand on y va, on est tellement bien reçu et tellement bien mis à la marge, voilà, parce qu'on fait chier avec notre fauteuil, parce que j'ai des amis qui sont en fauteuil, on les fait chier. Parce que, dossier partagé, la première chose qu'on voit, c'est notre diagnostic, parce qu'on a fait tous les services de santé mentale. Et du coup, on voit notre diagnostic en gros, et que, du coup, notre voix, elle compte plus. Voilà. Et tout ça, et tous ces regards. Et moi, je veux bien qu'on fasse des ETP, hein, où on nous dit, voilà, gérez vos comorbidités, faites des tests de dépistage, on veut bien y aller, hein, mais quand on fait des ateliers thérapeutiques du professionnel de santé, voilà. Santé. Merci. Voilà, mais c'est vraiment important. Et, merci pour ce témoignage. C'est un coup de gueule, hein, je m'excuse. Oui, il fallait. On n'entend que ça. C'est intéressant. Parce que je voudrais que Dr Jennifer Cobert vous réponde. Vous êtes aussi touchée par ce témoignage. Je vous laisse répondre. Bien sûr, parce que c'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, on a des problématiques qui sont et donc beaucoup de leviers à lever. Et effectivement, les formations, même si, comme vous dites, on ne peut pas stigmatiser dans les deux sens, mais c'est important aussi d'apporter de l'aide aux professionnels, comme on l'a vu aussi pour parfois qui se sentent un peu mal pris en addiction ou en autre chose. Parfois, c'est vrai qu'il y a aussi un besoin de formation des professionnels de santé, tout à fait. Et des personnels paramédicaux, enfin de l'ensemble. Tout à fait. Frédéric Brozowski. Alors, moi, je vous rejoins parfaitement dans cette lecture. Alors, peut-être que, aujourd'hui, en tout cas, il y a l'évaluation externe. C'est-à-dire que les établissements, en tout cas, je vais parler dans le médico-social, il y a la HAS qui a donné des nouveaux critères au niveau de l'évaluation externe. On espère que ce serait au moins un garde-fou. Mais c'est une volonté, c'est-à-dire qu'il faut avoir du temps pour la formation.
Il faut, là aussi, ça a un coût pour l'employeur, automatiquement. Et on en revient à cette question aussi, et ça faisait écho, si je me décale un peu à ce que vous évoquez en disant la communication. Les autres savent faire de la bonne communication. Pourquoi nous, on n'arriverait pas à faire aussi de la communication? Mais on entend aussi qu'on passe pour des actions qui, quand on les présente, nous dit mais c'est génial. Équipe Addict, le 31-14, allons-y. Et puis on voit qu'on passe par des expérimentations, qu'on n'a pas les moyens de la bonne communication ou de prendre les bonnes agences qui savent trouver les mots justes, parce que oui, c'est un métier de communiquer. Faire de la prévention, on peut avoir des bonnes idées, mais faire de la communication, c'est aussi un métier. On le voit aussi, et vous l'évoquiez à juste titre, l'accueil, c'est-à-dire accueillir, mais ça s'apprend à accueillir. Vous évoquiez tout à l'heure l'accueil téléphonique, c'est pas rien, c'est un autre métier. Là, l'accueil physique, adapter aussi les locaux, on le voit aujourd'hui, pour les personnes PMR, c'est pas non plus évident. Donc on en revient aussi à un aspect, et on ne va pas se voiler, qui est économique. Et donc la prévention, ça a toujours été... il faut aussi en faire un triste constat, le vilain petit canard. C'est compliqué de donner, en tout cas aux législateurs et les politiques, un peu de budget en disant mais attendez, c'est pour éviter quelque chose. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Là, moi, ce que j'espère, et on verra en tout cas avec les années à venir, aujourd'hui, on a un ministre de la Santé et de la Prévention. Donc on aura peut-être, en tout cas, les moyens, des ambitions, parce qu'il y a beaucoup de projets, beaucoup d'orientations politiques qui se dessinent, mais il faut bien évidemment avoir, et le nerf de la guerre, il ne faut pas se voiler la face, c'est aussi les moyens et c'est le budget. Merci Frédéric Brozowski. Il y a une question par là, une réaction. Mathilde Roy, à vous la parole. Oui, bonjour. Donc, je suis Mathilde Roy, directeur adjoint à la CEPAM de la Somme, et j'ai notamment en responsabilité le service prévention et le centre de prévention et d'examen de santé. Je voulais un petit peu rebondir sur différentes choses qui ont été dites, parce qu'on a un système de santé qui est quand même, je veux dire, qui brasse des milliards. C'est plus de 200 milliards d'euros au niveau de l'assurance maladie. Une grande partie, comme vous venez de le dire fort justement, est surtout dédiée au curatif. Et on voit que la part de la prévention est encore mineure. On a néanmoins, comme monsieur l'a dit tout à l'heure, des fonds dédiés. On a le Fonds national de prévention et d'examen de santé. On a le Fonds de lutte contre les addictions qui finance notamment certains dispositifs. On a d'autres mécanismes avec l'article 51, docteur, que vous avez aussi évoqué, sur des innovations en santé. Et on voit que la difficulté, elle est surtout liée aussi à la lisibilité des dispositifs. C'est-à-dire qu'il existe énormément de choses. Le docteur du CRCDC l'a également évoqué. On a beaucoup d'actions de prévention, beaucoup d'actions de dépistage, beaucoup d'actions de sensibilisation. On a beaucoup d'opérateurs. On a essentiellement l'État via les ARS, mais on a aussi l'assurance maladie, on a les collectivités, on a les associations. Et tout ça rend le système assez peu lisible. Donc ça pose la question de l'accessibilité. Donc ça a été aussi évoqué quand on a eu le CNR au mois de novembre ici, dans ces locaux, où on a aussi tous pratiquement conclu dans nos tables rondes en fonction des ateliers qu'il y avait une difficulté, docteur Gignon, vous y étiez, et qui était surtout liée aussi au fait qu'on avait une méconnaissance des dispositifs et qu'il conviendrait peut-être qu'on élabore des supports qui recensent l'ensemble de ce qui peut exister des interlocuteurs compétents sur les différents sujets. Et l'accès à l'information, il y a ensuite l'accès aux professionnels de santé, ça a été évoqué notamment ce matin et repris aujourd'hui. On est dans une région où on a quand même des déficits à la fois en offre de médecins généralistes, même si dans la Somme c'est un petit peu moins grave que dans les départements limitrophes, ça existe quand même. Et sur certaines spécialités, on a jusqu'à 6-8 mois de délai de rendez-vous. Donc c'est encore une autre difficulté. Et enfin, on a aussi l'accessibilité qui est liée à la mobilité, puisqu'on a aussi beaucoup de territoires qui sont ruraux. Si on est dans des territoires urbains assez développés, on a la chance d'avoir des voies de communication qui permettent d'aller relativement rapidement. Mais si on est en milieu rural, qu'on est une personne âgée, qu'on doit avoir un rendez-vous dans un établissement universitaire, par exemple, si on n'a pas à un moment donné des bonnes volontés qui se mobilisent, c'est un peu compliqué. Donc je pense que ça a été un peu dit aussi ce matin, un peu tout à l'heure aussi, je l'ai senti dans des échanges. Je pense que tout le travail de proximité qui est aussi dans les nouvelles orientations, sur des approches territoriales, avec l'Agence régionale de santé, notamment Amandine, etc., on travaille beaucoup là-dessus pour mettre en place des actions territoriales, notamment sur les dépistages, mais pas que. Avec les collectivités, on travaille également sur tout ce qui est contrats locaux de santé, pour, en fonction des diagnostics qui sont établis en proximité, identifier quelles sont les problématiques du territoire, sur quel sujet voulons-nous tous collectivement, donc quand je dis nous,
c'est l'État, ça peut être le conseil départemental, ça peut être la caisse d'allocation familiale, ça peut être l'éducation nationale, en fonction des signataires des contrats qui peuvent être aussi variables selon les territoires, et essayer d'apporter collectivement des réponses. Là, je vois par exemple dans la Somme, on a un territoire sur lequel on a 3 coms de com qui se sont unis, le PETR, pour ne pas le nommer, qui est donc sur Péronne, Roy, etc. On a identifié la problématique notamment de la santé mentale. Donc, par exemple, c'est comment on travaille ensemble pour rendre accessibles des offres qui existent, notamment le dispositif Mon Psy, mais pas que, et comment on peut se mobiliser tous ensemble pour pouvoir agir et essayer d'apporter des réponses. Donc, les organisations de journées comme celle-ci, je pense qu'elles ont le mérite de pouvoir rendre un peu plus lisible, et là, pour le coup, c'est à vocation régionale Hauts-de-France, ce qui peut se faire, et qu'ensuite, c'est vraiment plus un peu en entonnoir, par territoire, et ça peut même aller jusqu'à un EPCI dans une commune, hein, puisqu'on voit bien que d'un EPCI à un autre, les problématiques de santé peuvent être différentes, la typologie de la population peut être aussi différente, pour essayer tous, comités de quartier, professionnels de santé exerçant sur le territoire, comités d'usagers, associations et citoyens, voir comment ensemble on peut répondre à ces sujets. Je pense que c'est terminé le temps où on agissait seul, en étant content d'avoir notre petit logo, parce qu'on apparaissait dans une manifestation comme étant opérateur. Je pense vraiment qu'on décloisonne nos moyens, qu'on décloisonne nos volontés, parce que les défis sont tellement immenses. Hein. On est dans une région qui est quand même assez marquée par des facteurs sociaux, des facteurs environnementaux. Vous l'avez dit aussi, professeur, ce matin dans votre conférence inaugurale, et toutes les problématiques de santé publique. Il faut vraiment qu'on ait une volonté commune. Sinon, je pense que la situation ne se sera guère améliorée dans quelques années. Et je vous rejoins par rapport à différentes interventions. Il faut vraiment qu'il y ait une réelle volonté, parce que sinon, on peut créer tous les dispositifs possibles. Si derrière, il n'y a pas de réelle volonté, ce sera toujours pareil. Merci beaucoup, Mathilde Roy, pour la CPAM de la Somme, pour cette intervention. Y a-t-il une dernière intervention Allez, le micro. Alors, d'accord. D'abord, monsieur, parce qu'il n'a pas encore parlé. Vous avez le micro? Non, il n'a pas le micro. Et ensuite, en attendant ici, là. Bonjour à tous. Marie-Jo Fredval. Oui. Tout simplement usager de la santé, mais je vais rajouter quelques petits titres quand même. Picarde. Picarde, oui, mais aussi rue âgée de Lille. Et j'apprécie terriblement le coup de gueule de mon ami derrière moi. Et je vais rajouter, moi, simplement, que c'est une belle journée, parce que vous parliez d'échanges. Vous dites, on s'est rencontrés, on a appris à se connaître, effectivement. Et dans ce sens, je dirais, est-ce qu'on connaît tout? Non. Il est encore temps d'apprendre, là, en fin d'après-midi, à savoir, monsieur le professeur, vous avez évoqué le GEM, comme ça c'est passé assez vite, bon, on ne pourra pas tous dire. Effectivement, je suis fière, oui, vice-présidente aussi, j'ai oublié un grand titre, fière du GEM du Nord, les Ch'tis Bonheurs, et il y en a comme ça 400 en France. Et qu'est-ce qu'un GEM? Effectivement, je ne vais pas me mettre à faire de la pédagogie, un groupe d'entraide mutuelle. Et ça, c'est la prévention. Voilà. Hein, c'est pouvoir se retrouver. On est en souffrance psychologique, effectivement, mais on n'est pas fou. On va pouvoir parler de nos angoisses, etc. Et éviter justement d'aller encombrer les hôpitaux. Voilà, tout simplement. Donc je dis, voilà, si vous voulez en savoir plus sur les groupes d'entraide mutuelle, on pourra vous répondre. Merci simplement, beaucoup. Je voulais vous dire ça. C'est un relais, comme vous disiez. J'ai attrapé au vol quelques mots. Hein, vous parliez de relais, voilà, je l'utilise. Merci à vous. Merci à vous. À vous la parole, monsieur. Présentez-vous. Alors, Gérard Dessau, président de France Rhin-Picardie, représentant d'usagers. Vous parliez de communication. Moi, Dessau, c'est DE2SEAUX. Dessau, c'est pas bien. Ah, ok. Voilà. Il y a une communication qui est gratuite, et je le répète souvent dans les congrès. Il faudrait mettre dans la boucle les présidents de communautés de communes qui éditent des petits journaux qui sont gratuits
et surtout les maires. Parce que n'oubliez pas que dans nos campagnes, Facebook, Twitter, et j'en passe, et des meilleurs, les gens, ils n'ont pas. Par contre, le journal du maire, ils le lisent. Ils le lisent parce qu'il y a les décès, il y a le comité de communes. Et là, les maires peuvent faire passer un message. Parce que n'oubliez pas que le maire, c'est la seule personne encore que les Français ont confiance. Les politiques, n'en parlons pas du tout. Les journalistes, excuse-moi, pas très. La télévision, ce qu'on dit, ils ne veulent plus l'entendre. Mais le maire, il l'écoute. Et là, c'est gratuit. Si vous voulez faire passer des messages forts, passez par les mairies. Et c'est gratuit, ces journaux-là. Et les gens les lisent. Je peux vous assurer qu'ils les lisent. Vous avez raison. Merci, Monsieur Dessau. Allez-y, docteur, on va vous recirculer le micro. Premier rang, s'il vous plaît, monsieur. Allez, il est là, le micro. Allez-y. Je vais faire la synthèse de la Dame de l'Oise, et non pas de la table ronde, de la Dame de l'Oise et de ce que vient de dire mon ami Gérard. On a eu avec les CNR, donc les comités national de refondation, j'avais participé à 2, et on a eu des ateliers sur justement comment les usagers que nous sommes, tous, quels qu'ils soient, comment on peut se saisir de la prévention. Et à l'issue du débat, je pense que celui à Lille particulièrement, mais celui à Douai et Artois, c'était pareil, à l'issue du débat, quels que soient les gens qui étaient autour de la table, quelle que soit leur position, quelle qu'ils soient, il est apparu quelque chose qui va sauter aux yeux. Ce que vient de dire Gérard, c'est qu'effectivement, la santé ou la prévention, les actions de prévention, c'est du domaine du politique au sens noble. Et donc, alors, ça s'est fini quasiment notre proposition. Quand je dis ça, c'est écrit en disant, il ne faut pas que ça soit qu'un maire, parce qu'un maire, il a une étiquette ou pas politique quelque part, mais que ça soit les communautés de communes. Et je pense qu'un jour, j'espère qu'on verra les communautés de communes avoir un vrai pouvoir politique pour coordonner sur leur territoire, quels que soient les partenaires et quels que soient, y compris sur les écoles, tout ça, y compris tout ce qui concerne la prévention. Parce qu'on s'est tous dit, vous nous avez dit, et après je vais revenir à la commission de la communication particulière de Papageno, parce que je pense qu'il faut dire un mot là-dessus. Elle a été travaillée, elle est très importante, mais ce sera pour après. Je dis, ça a été dit que quelque part, il y a un vrai engagement politique. Le curatif, l'ARS, où tout le monde s'en occupe depuis très longtemps, pas trop longtemps, mais depuis très longtemps. Or, la prévention, il faut vraiment qu'il y ait un acteur politique connu. Je pense que c'est celui-là, la communauté de communes. Et puis en plus, comme disait Gérard, les petits journaux locaux, en général, les gens les lisent. Pas simplement que les personnes âgées, il y a même d'autres gens qui regardent parce qu'il y a les agendas des trucs sportifs, il y a les agendas il n'y a pas simplement que l'art de Noël, de machin, mais il y a les rencontres sportives, tout ça, les rencontres théâtrales, donc il y a plein de choses. Et je voulais juste que M. Veva ait la gentillesse de revenir parce qu'il a bien expliqué, il y a Vigilant est un dispositif qui a été mis en place. Le 31-14 est un autre dispositif, mais vous avez fait, et je voudrais que vous en parliez, tout un travail avec les journalistes, avec les médias, sur comment on communique par rapport aux jeunes et comment on communique après un suicide. Voilà, parce qu'il y a vraiment tout un travail, y compris de communication. Et le dernier point qui me semble important, et je rebondis aussi, c'est aujourd'hui, on parle d'aller vers, ce qui est une très bonne chose. Mais aussi dans les journaux des communes, il y a pour les gens qui sont isolés la possibilité d'avoir une information. Parce que les personnes âgées, si elles ne sont pas de chez elles, le journal, il rentre dans la maison. Donc c'est déjà tout bête. Hein. Et la dernière chose, c'est que moi qui suis dans différentes pathologies et qui pilote, qui fait partie de l'ETP, sur ce qu'on appelle de réhabilitation cardiaque, réhabilitation respiratoire. Donc des gens, ça se fait en centre, ça se fait en hôpital, on leur réapprend à faire des choses. Et on s'aperçoit depuis plusieurs années que quand c'est fait, non pas dans un établissement de santé, j'ai rien contre, hein, mais quand c'est fait à domicile, quand c'est fait chez le patient, avec le patient, on ne travaille pas qu'avec le patient, on travaille avec l'environnement, la famille, on touche à l'environnement, on touche à la qualité de l'air, on voit quand ils préparent leur repas, ce qu'ils sont en train de préparer, qui n'est pas tout à fait toujours diététique, c'est-à-dire qu'on a toutes les composantes de ce qu'on veut mettre en place aujourd'hui au niveau de la prévention quand on est chez les gens. Je m'arrête là. Oui. Merci beaucoup. Alors, professeur Veva, répondez à la question. Ce travail avec les journalistes, les médias, pour communiquer mieux, ça m'intéresse. Alors, en termes de communication, on a commencé par se planter. Hein. On a travaillé avec l'OMS et l'OMS a édicté 11 recommandations. Quand on est allé vous voir, les journalistes, et on vous a dit, attention, hein, il y a des recommandations, oui. Il faut suivre les recommandations. Alors, le journaliste, il a pris, parce qu'il est poli, le journaliste, hein, il a pris le truc, puis il l'a mis à la poubelle. Il a raison, il faut qu'il garde quand même... Et donc, on a rencontré des jeunes aussi qui viennent se former dans nos écoles de médecine. Et il y en a un jour, il s'appelle Charles-Édouard Notre-Dame. Il est toujours vivant, il est toujours là,
pleine santé, qui a dit mais en fait on n'y arrivera jamais à dire du haut de la spécialité qu'on a, et les journalistes et les docteurs, on ne s'entendra jamais. Il faut qu'on se rencontre tout petit, tout bébé. Et donc on va dans les écoles de journalisme. En plus à Lille on en a une assez sympa. Hein, et qu'est-ce qu'on fait? C'est que nous, les vieux, on emmène nos bébés, les internes, de psychiatrie, rencontrer les bébés journalistes. Et pendant une journée, ils ont à traiter 4 sujets qui sont les mêmes. Et ils vont s'écouter. C'est-à-dire que les internes de psychiatrie ils vont écouter les 4 sujets traités par des bébés journalistes. Et les bébés journalistes, ils vont écouter les 4 mêmes sujets traités par les bébés psychiatres. 2 ans plus tard, ils sont sortis de l'école, et de psychiatrie et du journalisme, et puis leur vie durant, ils gardent leur GSM, leur numéro, leur 06, leur Facebook et compagnie. Et ils se connaissent, ce qui a été dit plein de fois dans cette journée. Là, il y a vraiment quelque chose qui se passe. C'est pas Paquet de nous, c'est entre autres ça. Voilà. Merci beaucoup. Allez, une dernière peut-être intervention avant de poursuivre la dernière table ronde. Ou ça va, il n'y a pas d'autres demandes? Si? Allez-y. Ah non, on va laisser la parole à quelqu'un qui n'a pas encore parlé, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ouais. Allez-y, le micro pour vous et présentez-vous, s'il vous plaît. Et après, on enchaîne avec la dernière table ronde. Vous aurez l'occasion, si besoin, de... Merci. Excusez-moi, j'ai déjà parlé, mais enfin... Ah, ok. Voilà. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui n'a pas encore pris la parole, qui souhaite? Non, pas trop. Alors allez-y. Dans ce cas, madame. Moi, je voulais parler de la démocratie sanitaire qui est quand même mise en place depuis 2016, alors que la certification, ça date de l'an 2000. La démocratie sanitaire, elle met en valeur l'action des représentants des usagers, des RU. Donc moi, je voulais dire à monsieur tout à l'heure qui a poussé son coup de gueule, il a eu bien raison, parce que je suis tout à fait d'accord avec lui, que s'il y a des problèmes, les patients, les consultants peuvent et doivent pouvoir se signaler aux représentants d'usagers de l'établissement dans lequel ils sont en consultation ou traités. Et les représentants d'usagers vont prendre leurs réclamations. Parce que moi, je me suis aperçue que dans toutes les réclamations qu'on reçoit, la grosse majorité, ce sont des réclamations qui portent sur un manque d'information, sur un accueil désagréable du médecin, parce que le patient, lui, il ne se rend pas compte que le médecin, il a été peut-être très embêté par quelque chose avant et qu'il va le recevoir de façon abrupte. Mais ces problèmes-là, quand ça nous remonte, ça permet aussi d'analyser les problèmes avec les praticiens ou avec le personnel et avec la qualité et la direction de l'hôpital. Et on met en place des actions d'amélioration, ce qui fait de la prévention aussi, puisqu'on évite ainsi, enfin on espère éviter que ça se reproduise. Même s'il faut remettre sur le métier très, très souvent, il faut recommencer jusqu'à ce que ça aboutisse à des choses positives. Et on y arrive, mais il faut y croire. Il faut y croire et il faut être là en tant que représentant d'usagers, il faut être là pour le patient et il faut qu'on soit mieux connu, il faut que les représentants d'usagers se fassent connaître, c'est vraiment très important. Et dans la certification médico-sociale qui va arriver, il va y avoir les mêmes soucis que dans la certification sanitaire qu'on a eue, c'est-à-dire qu'on prend ça comme un contrôle, alors qu'il faut prendre ça comme un audit extérieur qui va mettre en évidence tous les problèmes qu'on ne voit pas et qu'on va pouvoir améliorer. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez le micro ? 30 secondes. Donc Agnès Petit est représentante d'usagers. Et donc moi, ce que je voulais aborder, c'est le problème des limites d'âge pour la prévention. Moi, je trouve que la prévention n'a pas d'âge. Et quand on parle, par exemple, des dispositifs que vous avez qui sont bien par rapport au dépistage du côlon, etc., quand ça s'arrête à 65 ans, c'est dommage. Quand ça s'arrête à 75 ans, pour d'autres, c'est dommage. Et justement, actuellement, parce qu'on parle de souffrance, de mort, d'euthanasie et peut-être de suicide assisté, je pense que si on ne veut pas souffrir autant, il faut continuer à faire la prévention. Merci pour cette idée. Alors, pourquoi ? Oui. Alors, en fait, c'est super intéressant comme question et ça permet justement de parler d'un problème de communication, justement, parce qu'en fait, tout ne s'arrête pas après l'arrêt du dépistage organisé.
C'est-à-dire qu'en fait, après, il y a le dépistage individuel qu'on fait avec son médecin, son professionnel de santé. Parce qu'effectivement, par exemple, pour le cancer du sein, à 74 ans, on n'est pas tous dans le même état de santé. Il y a des dames, par exemple, à 74 ans, qui sont malheureusement avec une maladie très invalidante, par exemple, en maison de retraite, et qui ne peuvent plus passer les mammographies. Donc c'est pour ça qu'en termes de santé publique, on s'arrête pour l'instant. Ça va peut-être évoluer, hein. Il y a des recommandations qui sont en tout cas en recherche pour voir si on augmente ces tranches d'âge. Pour l'instant, c'est jusque 74 ans, effectivement, mais ça ne veut pas dire qu'on arrête les mammographies. D'accord ? Si on est une dame de 75 ans qui va faire son footing tous les matins, qui va très bien, bien sûr qu'elle peut continuer ses mammographies, au contraire. C'est juste qu'elle ne reçoit plus l'invitation, mais effectivement, c'est mal connu. Et souvent, pour encore revenir au stand, les dames nous disent après 74 ans, on peut crever. Non, d'accord, c'est vraiment pas le but. Mais après, donc, il existe ce dépistage vraiment avec le médecin. Effectivement, il faut une ordonnance, on est d'accord, il faut revoir avec son médecin. C'est plus la petite invitation qu'on reçoit dans la boîte aux lettres, mais encore une fois, là, c'est basé sur des recommandations pour l'instant scientifiques, de termes de santé publique. Ça évoluera probablement dans les années à venir, soit on augmentera peut-être avant 50 ans, après 74 ans, je ne peux pas encore vous dire, mais en tout cas, il existe encore des choses après et avant. D'accord ? Merci beaucoup, Dr Cobert. On va remercier l'ensemble de nos intervenants, mais juste avant, Maxime Gignon, avez-vous peut-être un mot pour clore, synthétiser cette table ? Oui, très bref. Ce qui ressort de nos échanges, y compris avec la salle, ça fait écho des échanges que j'ai eus ce midi au moment du repas, c'est notre capacité à communiquer en matière de prévention. Parce qu'on voit bien que ça concerne tout le monde, c'est d'ailleurs le titre de la journée, mais que c'est compliqué en fait, de passer un message clair, précis, pertinent à l'ensemble de la population. Et je pense qu'il y a plusieurs choses qu'on a entendues au cours de cette table ronde. C'est d'une part de pouvoir, se connaître, c'est l'objet de ce type de rencontre, mais au-delà de se connaître, c'est de s'écouter et de se respecter. Avec chacun notre rôle d'expertise. Le rôle du médecin, certes, mais l'expertise, que certains appellent l'expertise profane de la part des usagers, c'est fondamental. Et c'est un autre point de vue, et c'est ensemble qu'on peut avancer. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est important. Sur l'information, ça me faisait penser les débats. Ce matin, on a commencé par la crise sanitaire et la pandémie liée au Covid. Hein, ça nous marque tous encore beaucoup. L'OMS a parlé à ce moment-là, au moment de la pandémie, il disait qu'elle était doublée d'une infodémie. Moi, je me demande si on n'a pas en fait trop d'informations. Il y a un problème de lisibilité de nos dispositifs, on l'a évoqué, mais on croule sous l'information. Monsieur évoquait, oui, dans les campagnes, pas Facebook, etc. Ouais, je ne suis pas sûr, en fait. Je pense qu'on est tous saturés d'informations, parfois contradictoires. Et ça crée un vrai brouillard informationnel, et c'est compliqué en fait d'avoir les vraies informations pertinentes. Et donc ça pose la question de qui est le bon relais. Est-ce que c'est la communication institutionnelle, assurance maladie, État? Bon. Est-ce que c'est les professionnels de santé? Ils ont probablement un rôle, évidemment. Est-ce que c'est des rôles, on a parlé de relais, d'ambassadeurs, d'approche communautaire, c'est-à-dire au sein de la communauté? J'ai beaucoup aimé l'idée du journal local, évidemment. Moi, souvent, je parle des clubs de troisième âge, du CSAH. Je pense que c'est en effet de très bons relais au contact de là où les gens sont, pour pouvoir relayer des messages d'information. Puis je termine là-dessus parce qu'il y a quand même un moment dans l'année, et ma collègue Dr Cobert en a parlé, c'est Octobre Rose. Qui a échappé à Octobre Rose cette année? Vous en avez tous entendu parler. Impossible d'y échapper. Et pour autant, dans notre région, on a des taux de participation au dépistage organisé du cancer du sein qui restent beaucoup trop faibles. C'est-à-dire qu'entre l'information et le passage à l'acte de l'acte de prévention, évidemment, il y a encore des freins, il y a encore un fossé qui est important. Et c'est là-dessus aussi qu'il faut que l'on travaille. Avec un risque, c'est qu'on arrive à une saturation de l'information. Moi, je sais que Octobre Rose, j'ai un regard assez critique d'universitaire dessus. Pourquoi? Parce que c'est devenu assommant en termes de communication et très peu efficace. Ce serait probablement pire si on ne l'avait pas, hein, mais peu efficace finalement en termes de rentabilité. Et on se retrouve aussi avec des messages paradoxaux. C'est-à-dire que je vois au moment de Dr Rose qu'il y a un bel élan, et c'est toujours compliqué d'avoir un regard critique par rapport à ça, parce que pour le coup, c'est un élan vraiment qui transcende la société. Parfois, des bars qui vont organiser des soirées avec des cocktails Octobre Rose, avec de l'alcool. L'alcool, c'est un des principaux facteurs de risque du cancer du sein. Et on arrive à des non-sens en termes de prévention et de santé publique, qui, moi, m'interrogent en tant que spécialiste. Et je pense que voilà, je voulais vous partager, en tout cas. Merci, c'est très intéressant. Merci à tous. Professeur Gignon, vous restez avec moi. Tous les autres, je vous libère. Vous pouvez rejoindre la salle. Et on va préparer la 3e table ronde. Merci infiniment à vous tous. Bravo.